ce qui réchauffe, ce qui nourrit, enfin, à partir du même symbole, c'est tout un ensemble de choses. Je ne sais pas si vous comprenez là. Hein. Alors que nous, on est très limité finalement. On est linéaire. Hein. Donc pour les Chinois, il y a deux grandes énergies, je ne vais pas rentrer dans les détails qui nous noieraient. Il y a l'énergie correcte, Zen Qi, qui est un facteur de résistance à la maladie. Dans cette énergie correcte, il y a l'énergie ancestrale, ce que, on va dire, la génétique nous a transmis, ce que nos parents nous ont transmis. Certains naissent avec un grand stock énergétique, ils vont avoir les reins solides. Hein. En médecine chinoise, l'énergie ancestrale, elle est située au niveau des reins. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans notre langage populaire français, on a cette connaissance intuitive. Avoir les reins solides, savoir avoir beaucoup d'énergie, on peut résister à plein de chocs, à plein de traumatismes. Hein. Ce qu'on constate, entre parenthèses, c'est que les enfants d'aujourd'hui n'ont pas les reins solides. Hein. C'est-à-dire que le capital santé est déjà entamé depuis plusieurs générations, et donc les enfants d'aujourd'hui ne naissent pas avec le même capital santé de leurs ancêtres. Moi je suis passionné d'histoire et je lisais ce que nos ancêtres, par exemple à l'époque napoléonienne, les marches qu'ils faisaient dans des conditions d'inconfort extrême, dans des conditions d'alimentation précaires, et ils résistaient à des contraintes incroyables que on se pince aujourd'hui pour dire est-ce que c'est possible qu'un être humain endure de telles souffrances, de telles épreuves, de telles privations. Hein. Notre résistance a diminué, nous n'avons plus les reins solides. Hein. Et puis une deuxième énergie qui est l'énergie de renouvellement qu'on va, on va dire, journellement renouvelé par l'air qu'on inspire, par l'alimentation que l'on consomme. Et donc, meilleure sera notre utilisation de l'énergie quotidienne par une bonne hygiène de vie, et moins on entamera notre capital d'énergie ancestrale. Hein, donc je résume, l'énergie correcte, c'est d'une part l'énergie qu'on nous a léguée à la naissance. Certains ont tiré une bonne réserve, d'autres une moins bonne, mais la tendance est quand même de génération après génération à la diminution. Et une énergie de renouvellement via ce que l'on boit, ce que l'on mange, ce que l'on vit. Mieux on gère la seconde, moins on entame notre capital d'énergie ancestrale qui, lui, ne se renouvelle pas. Donc, pour prendre un exemple parlant, quand on mène la vie à 100 à l'heure, qu'on se couche à pas d'heure, qu'on boit, qu'on fume, qu'on mange n'importe quoi, eh bien, on entame très vite notre énergie ancestrale et notre capital santé va fondre. Le deuxième type d'énergie, c'est ce que les Chinois appellent l'énergie perverse, Zhi. Et les Chinois avaient catalogué tous les facteurs qui peuvent perturber l'être vivant. Je vais en citer quelques-uns. Ça peut être des facteurs climatiques. Tout le monde a constaté, il n'y a que la médecine qui ne l'a pas constaté, mais tout le monde a constaté que si on sort d'une pièce très chauffée pour aller dans un courant d'air, ou à l'inverse, qu'une canicule arrive subitement, on n'a pas le temps de s'adapter, bah, tout le monde a constaté que ça pouvait nous rendre malades ou au minimum nous fatiguer. Hein. C'est-à-dire que les conditions climatiques, comme nous vivons, on l'a expliqué hier, dans un équilibre instable, et tout ce qui vient perturber, que ce soit un excès de chaleur, un excès de froid, un excès d'humidité, certains vents, tout ceci peut nous rendre malades. Évidemment, tout ce qui est émotionnel, une grande peur, une grosse colère, une trop grande joie. Hein, et les Chinois avaient rationalisé le système
en attribuant à chaque organe une énergie prédominante qui l'affaiblit ou qui le renforce. Quelques exemples. La colère, pour les Chinois, est reliée au foie. Quelqu'un dont le foie est malade va être plus porté à s'irriter, à s'emporter, à faire des colères. Et parallèlement, la colère, surtout si elle est prolongée, va abîmer le fonctionnement du foie. Donc c'est dans les deux sens. Si le foie est abîmé, on est porté à la colère. Si on se laisse aller à la colère, on amoindrit le fonctionnement de son foie. Les poumons, c'est la tristesse. On peut citer comme exemple la tuberculose, qui est vraiment la maladie type du sujet triste, nostalgique, déprimé. Alors c'est une maladie qui est beaucoup moins fréquente à notre époque, hein, mais on ne peut pas faire de tuberculose quand on est profondément heureux, hein, même si on vit dans des conditions physiques difficiles. Et ainsi de suite. Donc voilà, pour conclure sur la médecine chinoise, elle a tout intégré, l'homme dans son macrocosme, tout ce qui perturbe l'homme, le fait que la santé soit un équilibre instable, et qu'ils ont résumé finalement la vie à un équilibre énergétique. Vous savez, le fameux symbole qu'on a vu hier du Tao, hein, qui veut dire qu'il y a, si on prend, il y a une dualité qui est complexe et intégrée, c'est-à-dire que dans la lumière, il y a un peu d'obscurité, dans l'obscurité, il y a un peu de lumière, et puis les choses progressent, et il y a de plus en plus d'obscurité dans la lumière, et de plus en plus de lumière dans l'obscurité. Rien n'est simple, tout est progressif, cyclique, et on n'a pas cette vision, par exemple, du film américain, le gros méchant et le très bon. Ça n'existe pas dans la réalité, hein. Dans tout être humain, il y a un héros en devenir ou un salaud potentiel. Ça, c'est la réalité, hein. Et il faut avoir, je dirais, subi des épreuves pour ce qui m'est arrivé, pour comprendre qu'on peut devenir un criminel si les circonstances nous y amènent, et qu'on peut devenir un héros si les circonstances nous le permettent. Ça, c'est ce que moi je retiens comme vision de la vie, et non pas quelque chose de tout blanc, tout noir. Alors, dans la conception homéopathique, Samuel Hahnemann, donc je vous recommande, si un jour vous tombez, ou si vous avez la curiosité d'acheter un livre qui parle de sa vie, c'est vraiment quelque chose de magnifique, parce que c'est vraiment le génie à l'état pur. C'est un médecin allemand qui avait, enfant, été très doué pour les études. Je crois qu'il maîtrisait 7 langues, Hahnemann. Il a fait d'ailleurs beaucoup de traductions pour gagner sa vie. Et devenu médecin, très rapidement, il a été dégoûté de ce qu'on lui avait enseigné, car il voyait qu'il empoisonnait les gens plus qu'autre chose. Et donc, malgré qu'il avait une grande famille à nourrir et très peu de ressources, il a abandonné une activité qui aurait pu être très lucrative pour lui. Il a préféré renoncer au confort, à la richesse, plutôt que de nuire. Donc déjà, c'est déjà admirable, hein. Et il a donc traduit beaucoup pour pouvoir survivre, et en traduisant un écrit médical d'un Écossais, il a trouvé la théorie tout à fait incohérente. Il s'est mis à réfléchir, à expérimenter. Il est parti d'une plante qui est le quinquina, hein. Il a compris que, on va généraliser, un produit thérapeutique qui guérit certains symptômes, ce même produit administré à dose pondérale de façon répétée peut provoquer les symptômes qu'il guérit. Une fois qu'il a fait ça une fois, il l'a généralisé sur plusieurs personnes, donc il a pu en tirer un enseignement. Tout produit qui guérit quelque chose peut rendre malade. C'est une question de dose, c'est une question de répétition, hein. Après, il a fait une deuxième observation, c'est que en diluant des produits médicinaux,
on en atténuait la toxicité. Bon, ça on pouvait le comprendre.